Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cycle de l'Observatoire de la modernité consacré à la question du peuple. Bienvenue à ceux qui sont présents physiquement, bienvenue à tous ceux qui nous suivent par KTO et que nous aurons eux aussi la joie de retrouver de séance en séance. Le peuple, après avoir été souvent, sinon déconsidéré, en tout cas un petit peu oublié de la rhétorique politique, a fait une réapparition surprise ces dernières années. Et on peut voir en cela plusieurs explications. La première, qui a amené fréquemment à reconsidérer la question des catégories populaires dans une ville comme Paris, est certainement la gentrification, où fréquemment on s'est posé la question de savoir où était le peuple, où était-il parti, où était-il passé. Et c'est souvent d'ailleurs, en un sens, un point de départ à une deuxième réflexion sur le peuple, à laquelle on peut associer des figures de sociologues, de géographes, parfois controversées dans les grands médias. On peut penser à Christophe Guilluy. Eh bien, c'est poser la question de la France périphérique, où serait précisément aujourd'hui à trouver le peuple. Pour autant, si on considère l'actualité politique de ces dernières années, en particulier de l'année dernière, les affirmations populaires n'ont pas manqué et bien souvent, elles ont été l'objet de débats innombrables, de contestations en tout genre. Il va sans dire que je fais ici allusion aux Gilets jaunes, où beaucoup ont voulu trouver une sorte de réaffirmation d'un peuple français oublié, d'un peuple avec sa dimension contestataire, voire ses velléités révolutionnaires, un peuple avec bien sûr sa composante sociologique massive. Mais fréquemment, à partir de cet exemple, on s'est aussi posé la question de savoir s'il y avait là une affirmation populaire ou bien une affirmation populiste. Et c'est bien un nouveau terme qui est omniprésent dans la vie médiatique, qui concerne à la fois l'Hexagone et puis plus encore peut-être d'ailleurs l'actualité européenne, que l'on considère l'Europe centrale, l'Italie, ou dans une certaine mesure aussi l'Angleterre, où très souvent l'accusation de populisme est répétée à l'égard des Brexiters. Eh bien, nous avons affaire fréquemment donc à ce nouveau, non pas nouveau dans son élaboration, mais nouveau dans son utilisation massive, vocable de populisme. Mais lorsque l'on fait ainsi un inventaire à la Prévert, alors qui pourrait durer des heures et que l'on déploiera tout au long de nos séances, il ne s'agit pas ici de faire le tour de tous les dérivés du peuple et de toutes les fois où on pourrait entendre parler du peuple, mais précisément, on constate que l'on s'interroge assez peu sur ce qu'est le peuple à proprement parler, sauf à faire des synthèses philosophiques qui rappellent un peu les années des premiers cycles universitaires ou des Cagnes, où on répète des choses bien connues sans aller beaucoup plus loin que ce que l'on a appris, qui finalement pourrait remonter à Renan tel quel, sans grande modification. On fait parfois une petite analyse sociologique qui finalement bute sur le fait que souvent on se pose la question, et c'est une grande question en sociologie actuellement, de savoir si les catégories populaires telles qu'on les a longtemps définies existent encore, et si finalement, quelque part, eh bien, l'imprégnation marxiste ayant totalement disparu de la société française, elle n'aurait pas remporté avec elle la possibilité de penser ces catégories populaires avec des concepts clairs. Mais lorsque l'on met bout à bout ces différents articles, les différents ouvrages, on se rend compte que le peuple est à la fois omniprésent et peut-être en un sens un petit peu absent. Et nous avons décidé de commencer ce cycle, non pas en nous posant frontalement la question de ce qu'est le peuple, mais en le prenant dans une forme propre, dans une forme qui est un lieu d'habitation, une forme qui est à prendre au sens fort, tout ce qui peut l'informer et lui donner vraiment une identité propre. Il s'agit du village, et nous avons pour cela la grande chance, la grande joie d'accueillir Jean-Pierre Rioux, historien, qui est passé par tout le cursus honorum de l'historien du second XXe siècle. Je cite simplement quelques-unes de ses fonctions principales dans ces dernières décennies. Il a été directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent, inspecteur général de l'éducation nationale ou encore rédacteur en chef de la revue XXe siècle, que beaucoup connaissent. Ses interventions ne se sont jamais cantonnées au champ strictement universitaire, mais ont toujours eu un rayonnement médiatique, mais aussi politique. Preuve, s'il en est, que les casquettes
de M. Rioux sont nombreuses. Il a écrit un nombre d'ouvrages absolument colossal qui serait fastidieux de citer ici, mais que vous pouvez retrouver très facilement, et d'ailleurs sur le site même du Collège des Bernardins. Je cite simplement quelques-uns des derniers ouvrages de Jean-Pierre Rioux. La mort du lieutenant Péguy en 2014 pour le centenaire de l'événement éponyme, mais aussi l'événement Macron en 2017, un abécédaire historique, ce qui montre bien, que, monsieur, vous avez un ancrage dans l'actualité historique, aussi bien que dans l'histoire au sens plus classique. Et enfin, en 2019, le livre qui a été l'occasion de cette soirée, Nos villages au cœur de l'histoire des Français. Alors, je n'en dis pas plus en introduction, si ce n'est qu'un article du Figaro, une interview de Jean-Pierre Rioux dans le Figaro, a mis en évidence le lien entre la crise du village comme lieu d'habitation traditionnel et massif dans la société française et la crise identitaire que traverse la France. J'en reste à ces considérations très générales et je vous donne avec plaisir la parole. Eh bien, merci. Attendez. Ça marche ? Pas sûr que ce micro marche. Si, c'est bon ? Bon, alors très bien. Bon, merci. Pardonnez-moi de vous avoir observé pendant plusieurs minutes là. Un peu d'infirmité me contraint d'être à la table avant tout le monde, ce qui fait que je n'ai pas pu vous accueillir en contrebas. Bon, merci pour votre invitation. Et bonne chance à ce cycle sur le peuple, car effectivement, Monsieur Manarance, je vous le disais, le mot peuple, on pensait qu'il avait gentiment clapoté pendant des siècles et des siècles, que la Révolution française lui avait donné, croyait-on, la souveraineté, ce qui obligé à ne pas relire l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui remet la souveraineté à la nation et non pas au peuple, par parenthèse. Puis on avait vu, oui, au 19e siècle, le grand déchaînement, de Michelet à Renan, sur nation, peuple, etc. Et voilà que tout ceci avait été peut-être un peu oublié par, je dirais, les contraintes et la dureté de fer du XXe siècle. Et puis, tout ceci revient habillé très souvent sous l'usage multiple, vous le savez, d'un mot valise, d'un mot élastique qui est populisme, n'est-ce pas, qui, à toutes les sauces, permet de qualifier tout le reste le plus souvent. Alors, ça n'est pas mon sujet. Ce que nous avons voulu vous proposer ce soir, à partir de ce glorieux ouvrage, Nos villages dans toutes les bonnes librairies, c'est effectivement dans nos imaginaires nationaux, sociaux, le peuple dans ce pays nommé la France, c'est d'abord du paysan. C'est d'abord ce très vieil atavisme, ce très vieil ancrage rural. C'est à la campagne que tout s'est stabilisé, que tout a évolué, alors que peuple urbain est une notion beaucoup plus complexe, un peu plus effervescente parfois. Voilà. Alors, sur cette image-là, nous dormions sur nos deux oreilles, bien entendu. Oui, nous savions bien que nous n'irions plus au bois. Les lauriers sont coupés, et puis la belle que voilà qui va les ramasser, elle n'arrive pas on la voit pas, on la distingue pas très bien. On a tous vécu sur la force tranquille de l'image de la campagne électorale de François Mitterrand en 1988. Vous savez, le village blotti au pied de son clocher, force tranquille, atavique. Et l'idée que nous avons tous en nous-mêmes, pour des raisons personnelles, familiales, que sais-je, géographiques, etc. Nous avons tous en nous-mêmes un pays d'en haut, un pays premier, un
un fortin, un temps et un lieu nourricier, finalement, où l'on vient au monde, hein, et où le monde vient à vous, finalement, et qu'on peut résumer un peu sous le mot village. Bon. Et c'est de ça dont je voulais vous entretenir, non pas de cette espèce de cette tentation à la fois nostalgique et pleine de célébrations plus ou moins intéressées, hein, mais vous faire saisir combien, mais vous l'avez fait comme moi, bien sûr, vous faire saisir combien sur cette espèce de molle oreiller, n'est-ce pas, à la du Bélé, hein, bon, de mon petit village, etc., brusquement, sans qu'on y ait prêté beaucoup attention, voilà une actualité qui nous arrive sur la figure. Louis Manaranche en a dit quelques mots tout à l'heure. Bon. Alors, une actualité, pas n'importe laquelle, hein, multiforme, parfois violente, touchant bien plus largement que, je dirais, les campagnes ou les villages, bien entendu. Je vous en donne que quelques exemples, car je ne veux pas être long pour ce propos d'introduction. En quelques semaines, dans la grande presse écrite nationale, hein, je vois toute une série de titres, quand même, qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Hein, bon. Début septembre, Le Monde, 85 départements manquent d'eau. Première guéguerre entre la Corrèze et le Cantal. Ah, tu veux mon eau? Ouais, moi, je t'en donnerai pas. Hein, bon, etc., etc. Bon. Le Monde, le travail à la ferme séduit la génération climat. Tu parles, c'est ce que... Vous savez ce qu'ont été les problèmes de main-d'œuvre des viticulteurs récemment, qui ont dû faire venir souvent de la main-d'œuvre étrangère aux mains des quasi-passeurs mafieux de certains pays de l'Est. Bon. La Croix, 19 septembre, le monde paysan au bord du précipice. Le Figaro, 20 septembre, le plan de l'exécutif pour apaiser les maires ruraux. La Croix, toujours 20 septembre, ces villages qui résistent, du Nièvre à l'Ardèche. Le Monde, 21 septembre, la carte des territoires les plus exposés aux pesticides. Le 21, toujours sorti du film au nom de la terre, l'autobiographie d'un paysan, Édouard Bergeon, avec Guillaume Canet. La Croix, 3 octobre, excusez-moi, je lis beaucoup La Croix, bon, enfin, ça peut arriver. Autour de Rouen, l'agriculture paralysée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Point, 3 octobre, Requiem pour la France rurale, agriculture et santé, vérités et mensonges. Et Le Figaro de vendredi dernier, alors attention, double page, hein, sur quand les bruits de la campagne divisent ruraux et néo-ruraux. Avec proposition, tenez-vous bien, d'un parlementaire pour une loi sur, je cite, le patrimoine sensoriel. Donc c'est le chant du coq, c'est le son des cloches, le beuglement, l'odeur du crottin, etc., etc. Le lisier, tout ce qu'on veut. Tout ça devant les tribunaux. Hein. Je crois qu'il y a plus de 150 procès en cours. Hein. Bon, bien. Fin d'introduction, pardonnez-moi. Alors, le village. Je vais vous dire 3 mots sur ce que j'entends par village. Et ensuite, on fera une toute petite promenade historique dans 4 lieux. Alors, qu'est-ce qu'un village et au fond, pourquoi est-ce une spécificité que les Françaises et les Français se plaisent ou se sont longtemps plu à reconnaître? Bon. Alors, Dictionnaire de Littré, 1873, c'est un lieu non fermé de murailles. Les murailles, c'est pour la ville, hein, ou le château fort. Enfin bon. C'est un lieu non fermé de murailles composé principalement de maisons de paysans. Bien. Au fond, le village, c'est une sorte de chef-lieu physique de quelque chose qui s'appelle peut-être d'autres villages plus modestes, des hameaux, des écarts, des fermes isolées, le tout bien installé sur
sur un terroir, sur un agère, n'est-ce pas, disait-on au Moyen-Âge, qui est devenu un centre physique, parce que il y a toujours un site, une situation, diraient les géographes, il y a toujours un milieu naturel, il y a toujours une société qui s'est installée là, un chef-lieu physique, religieux, puisque le village a très vite été le chef-lieu de la paroisse, finalement, hein, avant d'être celui de la commune. Hein, bon. Économique, social, etc., etc. Mais aussi, et c'est ça qui est peut-être dont il faut avoir bien conscience historiquement, et pour aujourd'hui aussi, et c'est au cœur de mon petit livre, c'est aussi, et ça a toujours été, un lieu de passage. Il n'est pas vrai que le village ait été cette espèce de monde enquisté, hein, clos, hein, niché. Non. Les villages n'ont grandi, n'ont vécu, n'ont survécu, et au fond, ont rendu service aux collectivités humaines qui y vivaient que si ils n'ont pas été renfermés sur eux-mêmes. Bon. Une grande leçon, ça. Hein. On croit que c'est le propre de la ville, mais non. Hein. Alors, lieu de passage, et c'est pas un hasard, s'il y a toujours une entrée et une sortie au bord d'un chemin, et d'un chemin qui peut aller vers un chemin plus large, ou voire vers une route, le village, c'est le contraire de l'enclos d'Astérix. Hein. Voilà. Ça n'a pas de palissade, avec des pieux pointus autour. Hein. Ça n'est pas sans cesse à guetter la garnison de petits bonhommes, la garnison romaine de petits bonhommes en face. Non, non. Bien sûr, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, il y a eu du malheur, mais il y a toujours eu de l'échange. Et ça, si je pouvais vous convaincre de ça, eh ben, écoutez, nous aurions eu une soirée utile. Hein. Au fond, le village, pour parler un peu plus savamment, est à la fois vernaculaire, parce que c'est vrai, il fait partie d'une espèce d'identité française, hein, ou à la française, si vous voulez, mais il est toujours véhiculaire, vernaculaire et véhiculaire. Et si on voulait parler comme Paul Ricoeur, n'est-ce pas, on dirait que c'est à la fois un espace d'expérience et un horizon d'attente. Bon. Donc, ou, si on voulait parler comme à la télé, des racines et des ailes. Et oui. Autrement dit, la vocation agraire du village, il ne s'agit pas de nier, la vocation agraire du village ne l'a jamais dispensé d'être mieux qu'un site de vivre ensemble pour des communautés supposées immobiles. Non. Il a été une sorte d'espèce de raccourci multiforme, hein, un carrefour toujours inventif où, bien sûr, les gratteurs de terre étaient là, ou les éleveurs, ou tout ce qu'on veut, mais il y avait aussi toujours, et c'était une des conditions fortes de la croissance et de la vitalité du village. Il y avait toujours des artisans, des commerçants, les premiers services, hein, qui étaient en symbiose, hein, avec les paysans. Et ça, par contre, c'est resté longtemps et c'est encore présent. Nous sommes dans un pays où, aujourd'hui, quand on pose la question à des urbains, voire des métropolitains, des gens qui habitent dans les plus grandes villes, celles qui sont au commandement, vous trouvez 8 millions de personnes qui disent « Ah, si je pouvais, ça serait quand même mieux de vivre au vert, hein, sans attendre la retraite, là, finalement. » Et au total, vous le savez comme moi, les géographes ont inventé, et les sociologues et les urbanistes ont inventé la notion de périurbain, quelque chose qui n'est pas la ville, qui n'est même plus les banlieues et les faubourgs de la ville ancienne, mais qui est
périurbain qui est une espèce de nappe qui s'étend en direction des terres arables et des villages ruraux à l'ancienne. Il y a quand même 16 millions de Françaises et de Français dans ce cas-là. Hein. Bon. Autrement dit, cette capacité plus fluide qu'on ne l'imagine, hein, ennemie de l'immobilité, hein, cette capacité historique-là, bah, elle est peut-être un peu restée dans nos gènes. Alors, autrement dit, le village, je crois qu'historiquement, a toujours été au carrefour d'un... Bien sûr, il y a un en-deçà, il y a un milieu naturel, il y a un agère, il y a un terroir, bien sûr. Un espace, lui, qui est borné, délimité, parcellisé, cadastré, tout ce qu'on veut. Bon. Mais avec quand même des échappées qui s'appellent la forêt ou qui s'appellent le bout de montagne voisine. Hein. Bon. Tout n'est pas arable dans tout ça, bien sûr. Un en-deçà, le terroir. Un au-delà, qui est fatalement au bout de la course, au bout de la route, au bout du chemin et au bout de la route, à dominante urbaine, hein, puisque la ville commande pendant des siècles et des siècles, non, et un surmoi spirituel, hein, qui est toujours un mélange de rapports compliqués entre une nature omniprésente, bien sûr, pas toujours tout à fait domestiquée, et quelque chose qui est fondamental dans le développement de ce pays et qui s'appelle le christianisme. Bon. Et là, vous voyez, un au-delà, un en-deçà, un surmoi, voilà, un village à multiples composantes qui ont fait, je crois, effectivement une singularité aussi de ce pays, n'est-ce pas ? Et vieille loi historique aussi, quand l'échange des hommes, des biens, des services, les échanges de l'un à l'autre, les échanges de nous tous avec un au-delà ou un surmoi spirituel et religieux se tarissent, le village périclite, voire disparaît, hein, se marginalise, se désertifie, etc. Et c'est pour ça que j'ai sous-titré le livre au cœur de l'histoire des Français, bien sûr. Alors, que vous me taperez sur l'épaule hein, quand tout ira mal. Hein, bon. Je voudrais vous faire un très très bref tour de France sur 3 ou 4 lieux qui me paraissent importants historiquement pour étayer tout ce que je viens de tenter de vous dire. Je pars, y compris dans le livre, je pars surtout d'un lieu étonnant, un balcon médiéval, qui est Montaillou. Montaillou, en Haute-Ariège, c'est quelque part, quand on monte passer Foix là-haut, on va y faire du ski de fond en famille, là, actuellement. 1300 mètres, paysage... beaucoup de mélèzes, de prés, etc. Et on connaît très bien ce village de Montaillou parce que il a fait l'objet d'un best-seller en 1975 sous la plume d'un grand historien, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a fait un livre très lu, qui a été un best-seller, Montaillou, village occitan. On connaît ce Montaillou parce que il y a traîné au XIVe siècle, au XIIIe, au XIVe siècle, beaucoup de cathares. Et un beau jour, l'Inquisition a dépêché Jacques Fournier, l'évêque de Pamiers, pour aller voir là-haut, en bon super flic, un peu ce qui se passait, n'est-ce pas ? Escorté par tous les dominicains qui pouvaient monter, qui chassaient l'albigeois depuis Carcassonne, n'est-ce pas ? Ou Narbonne, bon, passons. Donc, il a très bien enquêté sur place, si je puis dire, en bon flic, je le répète, et avec
Je ne dis pas du tout avec humanité, parce que c'était l'Inquisition, hein, bon. Mais en même temps, sans férocité particulière, voilà. Bon. Et tout ça a été conservé, les interrogatoires ont été conservés, etc., édités. Et le roi Ladurie s'en est, après d'autres métiers, après des médiévistes, s'en est saisi, il a fait ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à Montaillou, finalement, si on rejette, on jette un œil de nouveau à Montaillou, village occitan, et à mon petit chapitre. Bon. Deux choses que nous avons perdues. Un, fondamental, ce que là-bas on appelle l'hostal ou l'oustal en occitan. L'oustal, c'est la maison mère, la maison souche, la maison abri. C'est la petite collectivité qui s'est posée quelque part dans du bâti, hein, avec un espace autour d'elle qui est à elle, bon, et qui est au centre de la vie sociale. Non. C'est le gîte physique, c'est la cellule vivante, c'est la tête de réseau, c'est le... Tout s'y passe, là. Les joies, les peines, les frictions, les parentèles plus ou moins élastiques. On y fait les mariages, on peut au besoin, on peut y lutiner, plus que lutiner, les servantes, bon, etc., etc. On cousine, on fréquente ou pas, etc., etc. Bon, toutes choses que si vous avez un peu d'expérience encore de la vie dans les campagnes, il y a quelque temps, bon, c'était bien connu. Chaque hostal est singulier, chaque famille est singulière. Hein. Et elle ne peut que conclure alliance avec d'autres, mais pas avec toutes, bien entendu. Hein, les rivalités sont très évidentes. Et en même temps, des capacités d'accueil de l'autre. Hein. Ceux que là-bas on peut appeler le bonhomme, les bons hommes, c'était les cathares qui passaient, n'est-ce pas, qui venaient un peu endoctriner. Ça peut être le berger, ça peut être... Et ça a resté, c'est resté hein, très longtemps, y compris dans les haines, n'est-ce pas, le cheminot, le rhum, etc. etc. Bon. Partout un mâle dominant qui tient la barre, qui régente l'affaire, avec les cousinages les plus variés, bon... Le sort des femmes que vous pouvez imaginer ou que vous savez. Bon. Mais ça, c'est autour de cela. Il y a donc aussi, autour de l'hostal, il y a de l'échange. Je le disais tout à l'heure, de la circulation. Il y a des artisans déjà. Il y a des travailleurs un peu flottants qui rôdaillent autour du village. Il y a des bergers qui passent, qui montent à l'estive ou qui en descendent, etc., etc. Et troisième élément, bah, l'au-delà. L'au-delà est toujours présent. Toujours présent. Tous là-bas, à Montaillou. C'est une chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Puisqu'on a le plus grand soin, tout dépend des familles, mais on a le plus grand soin d'ignorer la mort. Et le mort physique. Vous voyez les progrès de la crémation. Tous vivent avec les morts. Avec leurs morts, d'abord, mais avec tous les morts. Le salut, du coup, parce qu'on sait la proximité de la mort, le salut se fait tous les jours. Et la maison du Père sera une sorte d'immense hostal, finalement. Le paradis, ça sera ça. Autrement dit, l'humain et le divin se mêlent, s'en mêlent, se distinguent, bien sûr, mais... Et du coup, acte collectif et ferveur personnelle ne se distinguent pas toujours. Plus curieux encore, le territoire religieux à Montaillou est singulièrement élastique, n'est-ce pas ?
il y a du va-et-vient sans cesse entre l'en haut, le coin, la région, plus cathare, alors que l'en bas est resté plus catholique de stricte obédience. Mais en même temps, il y a de la circulation. Et tout rapport avec les cathares n'est pas un rapport d'inquisition. Pas. Et les familles elles-mêmes, les oustals eux-mêmes sont divisés. Bon. Autrement dit, il y a quelque chose qui est sans doute, et le roi Ladurie l'a très bien dit, qui est sans doute vivifié aussi par le langage, par la langue occitane, hein, puisqu'évidemment aucun ne sait lire, aucun ne parle latin, etc., etc. Et dans cette je dirais, oui, plasticité-là, peu à peu, et c'est passionnant à comprendre, peu à peu, ce temps-là d'échange, de suprématie, de l'hostal, de frontières élastiques entre le religieux et l'humain, bon, ben le temps de l'Église établie va s'imposer, avec ses fêtes, avec ses cloches, avec son calendrier liturgique, avec sa vie paroissiale, qui vont peu à peu ordonnancer la vie. Mais au départ, il y avait bien ça. Et là, on retrouve quelque chose qui nous touche aujourd'hui beaucoup plus. Il y avait ce syncrétisme, il y avait ce mixage. Avant, je dirais, une mise en œuvre du catholicisme style Concile de Trente. Hein. Bon. Il y avait un vrai échange avec la nature. Parce que la nature, dans tout ça, elle reste toujours en surplomb. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est végétale, elle est aquatique, elle est animale, elle est... Bon. Ils sont complètement bouleversés par le cri de la chouette, de la pie. Il y a des oiseaux de malheur, il y a le loup, l'ours, le chien, le chat, bon, etc., etc. Et il y a un merveilleux concret de nature qui n'est pas du tout contradictoire avec, je dirais, les liturgies chrétiennes, bien entendu, pas du tout contradictoire avec le catharisme, hein, et qui n'est jamais source de tourments exagérés. Autrement dit, le merveilleux naturel est toujours là-bas, n'est pas d'allure germanique, si je puis dire, un peu terrifiante, hein, ou même anglaise. Hein. Il y a là une espèce de merveilleux concret qui oui, n'est pas source de terreur, certainement pas. Il n'y a pas, à Montaillou, il n'y a pas le loup-garou des plaines, si vous voulez, hein, dans tout ça. Il n'y a pas trop de sorcières, hein, il n'y a pas trop de mauvais esprits, il n'y a pas trop, bon, ni même trop de diables et de démons. Bon, enfin, passons. Et déjà, il y a la Vierge salvatrice au milieu de tout ça, qui est, bon. Autrement dit, il y a du syncrétisme, il y a oui, vie, quelque chose que nous avons alors là totalement perdu, mais qui était propre au Moyen-Âge et qui va marquer longtemps la France des campagnes, l'hostal, je le répète, et l'au-delà, mix de nature païenne et de promesses chrétiennes. Bon. Alors, je fais un immense saut chronologique. Enfin, quand même, sachez donc je traite à travers un autre village, cette fois-ci entre Auxerre et Dijon, qui s'appelle Semur en Auxois. Très joli village, je vous le recommande, n'est-ce pas? Très fleuri, un village bourguignon magnifique, où là on peut voir tout ce que, alors sous l'Ancien Régime, on peut voir tout ce qui touche à
aux révoltes antifiscales, aux contagions diverses qui font une société plus violente, mais aussi où on voit aussi le groupe seigneurial s'imposer, les agents du roi par ailleurs, etc., etc. Et puis cet aphorisme merveilleux, n'est-ce pas, du XVIIe siècle, n'est-ce pas, citez-le à table, ça fait plaisir à tout le monde, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on se disait à ce mur et ailleurs d'ailleurs. Quand Adam bêchait et Ève filait, où était donc le gentilhomme? Moralité, à partir de 1789, le gentilhomme va avoir quelques difficultés historiques. Bien, passons. Non, ma seconde étape, je saute allègrement très loin, mais parce que là, ça a un écho d'aujourd'hui, pour aujourd'hui. Nous passons en 1900, tenez-vous bien, au Jardin des Tuileries, en pleine exposition universelle, le gouvernement organise un énorme banquet des maires ruraux. Il en vient 14 000, tenez-vous bien. Les Jardins des Tuileries, les tentes, etc. Bon. Tout ça est très bien orchestré. Le ministre de l'Intérieur a été tout à fait strict, a dépêché des préfets en uniforme pour organiser tout ça. On a pris le meilleur traiteur, Potel et Chabot, de Paris. Et du ministère de l'Intérieur tombe la notice suivante: les sommeliers doivent forcer tant soit peu sur les vins. Au besoin, virgule, on forcera sur tout. Bien. Fin de l'anecdote. Là, il se passe quelque chose, parce que c'est c'est la consécration républicaine de la commune rurale, du village, si vous voulez, au nom, alors de quelque chose, alors là, qui s'est ancré plus que le syncrétisme de Montaillou, ou qui est resté plus que le syncrétisme de Montaillou ou le Stahl, bien entendu, ou que la famille Souche. Quelque chose qui est que, au village, il y a un va-et-vient politique tout à fait important pour la vie de la démocratie dans ce pays et de l'avenir de la République, etc., etc., puisque ça date de la Révolution française, et ça a été en 1793, et puis ça a été repris par une magnifique loi municipale en 1884, qui nous régit encore assez largement. Toute petite parenthèse, la loi municipale de 1884, c'est on élit pour 4 ans un conseil municipal, au scrutin de liste. On organise une vraie police du scrutin. Vous n'allez pas arriver avec votre bulletin tout rempli, etc., etc. Au besoin, on mettra des gendarmes pour voir un peu les choses. Le conseil élit son maire. Attention, et le maire n'est plus nommé par le préfet, par je ne sais qui, ou par les notables du coin. Mais la commune, c'est d'abord la transcription d'un vrai pouvoir municipal, et en même temps, en sens inverse, c'est une partie de l'administration générale de l'État qui est déléguée aux municipalités, surveillée par les préfets, bien entendu, mais il y a à la fois expression d'un pouvoir particulier, mais qui n'a jamais l'autonomie qu'on pouvait imaginer. Il ne s'agissait pas de morceler, il ne s'agit pas de démembrer, mais qui aussi participe de l'administration générale de l'État en termes, je ne sais pas, de police, de sécurité publique, etc., puisque les maires ont des pouvoirs comme un gendarme, etc., etc. Il y a c'est toujours cette... Alors, c'est un moment, je crois, très important encore aujourd'hui, pas seulement pour cause d'élections municipales qui s'annoncent, mais parce que c'est la Troisième République
naissante. Et au fond, depuis Gambetta. Gambetta à Bordeaux, juin 1871. C'est aux paysans qu'il faut s'adresser sans relâche, dit-il. Il faut les utiliser pour le bonheur général. Élever, émanciper ce peuple de travailleurs qui tient en réserve une sève encore vierge et des trésors inépuisables d'activité et d'aptitude. Il faut apprendre et enseigner aux paysans ce qu'ils doivent à la société et ce qu'ils peuvent exiger d'elle. Et il ajoute, la grande démocratie rurale est l'arbitre suprême de nos destinées. Il dit ça, pardonnez-moi, à Bordeaux, non, pardon, à Château-Chinon, 1871. Les paysans, les villageois, les électeurs de la commune, avec ou sans du clochemerle à la clé, ça c'est pas... Bien sûr, il y en aura. Il y aura des rixes, il y aura des brouilles, il y aura des rivalités, il y aura tout ce que l'on veut. Bon. Mais pour notre société, pour notre République, le village, les paysans, c'est l'assise, dit Gambetta, en granit. Et du coup, nous avons conquis le suffrage universel des campagnes, nous les républicains. Mais gardons-le bien, ne l'inquiétons pas, ne le lassons pas. Autrement dit, ne le décevons pas. Voilà un second temps que je voulais vous faire aborder, ou connaître, mais vous le saviez sans doute. Autrement dit, la commune, et si possible rurale, est la meilleure et la plus intime réduction de la patrie. La petite patrie. Et je dirais un lien ombilical avec la grande. Et c'est là, toujours Gambetta, où se trouvent resserrées les plus intimes affections qui viennent de la naissance, de la famille et des relations les plus anciennes et les plus durables. C'est le berceau, le foyer et la tombe, tous les souvenirs et tous les intérêts. Magnifique éloge de la commune rurale. Là. Bon. Et vous voyez tout ce que ça veut dire en termes de définition d'une identité nationale, bien entendu. À tort ou à raison, mais c'est ainsi. Troisième lieu, Plezévé, 60 ans plus tard, Plezévé, Sud Finistère, près de la Pointe du Raz, là-bas, entre Quimper et la Pointe du Raz. Là, a débarqué à Plezévé une cohorte très nombreuse d'enquêteurs, sociologues, anthropologues, historiens, etc., linguistes, missionnés par le CNRS, etc. Énorme enquête. Et alors, qu'est-ce qu'on voit à Plezévé dans les années 50 ? Bien sûr, la définition, la configuration au fond de l'exploitation familiale. Des paysans qui deviennent des agriculteurs et qui se lancent dans la modernisation de leur travail, de leur production et de leur vie, tout court. Bon. Là, avec un soubassement idéologique qui a été souvent analysé et qui est très, très lié aussi au développement de l'Action catholique et de la jeunesse agricole catholique, de la Jacques, en Bretagne bien sûr, mais dans d'autres régions aussi. Alors vous connaissez ce qui en a suivi, l'idée que on va accéder à la modernité, bien sûr avec des aides de la puissance publique. Nous sommes au début de ce qu'on appellera les 30 Glorieuses. La croissance peut être là, mais c'est la configuration d'une exploitation familiale
rénovée, où les jeunes couples et leurs enfants vivront à l'écart des parents et des grands-parents, qui était le cas avant. Et ils vont le faire avant même d'acheter le tracteur à crédit au Crédit Agricole. Et c'est très souvent les femmes, les jeunes femmes, plus ou moins catholiques, la question n'est pas tout à fait là, qui, sur les modèles urbains de vie nouvelle, de vie moderne, vont rabattre sur, je dirais, l'activité agricole elle-même, toute cette vue nouvelle du travail et de la vie, et de l'avenir. Au fond, il y a bien sûr à Plozévé course sans fin vers la culture qui rapporte. Alors, ce sera le poulet, tout ce que vous voulez, ou tel type de production. J'arrête. Mais, et c'est ça qu'il est très important à comprendre, ce peuple rural n'a pas en lui-même, dans ces années-là, pas plus qu'il ne l'a aujourd'hui, je pense, n'a pas, je dirais, capacité à inventer lui-même les vraies formes de sa modernité. Et là, les enquêteurs à l'époque le disent bien, et notamment Edgar Morin. Il y a eu avant ce que Morin appelle un take-off consommationniste, n'est-ce pas ? Et Morin a fait poser la question. Vous allez vous moderniser, vous allez avoir du tracteur, vous allez avoir du glyphosate un jour, etc., etc. D'où vient l'argent ? Pas seulement, bien sûr, des prêts du Crédit Agricole, mais d'où vient l'idée de l'argent nécessaire pour faire ça ? Eh bien, c'est pas seulement de l'agriculture elle-même, c'est le travail adjacent de l'épouse, c'est le travail salarié aux alentours, c'est enfin des retraites qui vont aider, c'est les allocations familiales, c'est les pensions, c'est etc., etc. C'est évidemment la propulsion extérieure qui a mis en mouvement la société plozévétienne, dit Morin. Ça, je crois que c'est important à connaître parce que on est un peu dans des situations semblables aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans un tout autre contexte et avec de tout autres. Bon. Je termine d'un mot. Le dernier exemple que j'aurais voulu détailler avec vous et que j'explore là dans le livre, c'est comment tout ça s'est déglingué et pourquoi. Et là, il y a de très bons exemples, de très bonnes études, et notamment celle de Pascal Diby, qui est un sociologue qui est revenu dans son village natal, n'est-ce pas, pour faire des enquêtes, à 30 ans d'intervalle. Il y est venu en 1976 et il y est revenu en 2006. Alors, quelle est la grande nouveauté ? C'est évidemment l'irruption de toute cette actualité dont je disais trois mots avec les titres de presse au début, bien sûr. Mais c'est au fond le déglingage de l'ancienne mode paysan, l'ancien mode de vie d'un peuple paysan, qui s'était longtemps flatté de l'être. Parce que, au fond, quelque chose est en train de se passer qui s'appelle le mélange des ruraux anciennes qui disparaissent. Donc, les communes analysées, là, c'est Chichery, ça peut être aussi à travers un livre de Jean-Pierre Le Goff sur la fin du village, à Cadenet, au fond du Vaucluse. Brusquement, on arrive à un peuple campagnard où il n'y a plus qu'en gros 10 à 15% d'agriculteurs. Et d'agriculteurs qui sont de plus en plus marginalisés dans la vie collective.
hein, qui campent d'ailleurs souvent au milieu de leurs grands hangars de tôle ondulée et au milieu de leurs tracteurs à l'écart, hein, bon, hein, du village lui-même, du centre-village. Hein. Et tous les autres sont, alors appelons ça des néo-ruraux. Hein. Des néo-ruraux, majorité de retraités, actifs dits pendulaires, qui tous les matins prennent la voiture pour aller au boulot en ville. Hein. Pendant que le plus souvent, hélas, la femme fait en voiture les 400 mètres qu'ils font pour conduire le gosse à l'école, bon, etc., etc. Des actifs pendulaires, hein, attirés là par le moindre coup du foncier, c'est évident, hein, par rapport au centre-ville. Des retraités, des néo-ruraux bio-écolo, voilà, nous connaissons tous, descendants des installés de poste 68, bon, etc. Et tout ceci se jalouse, se jalouse, parfois s'oppose, sans jamais s'amalgamer, mais désormais, la cause est entendue. La ruralité, là, n'est plus qu'un souvenir épars, n'est plus qu'une mémoire floutée, n'est plus qu'un... Bon. Et conclut Pascal Diby, le village et son peuple est en attente. L'attente de quoi ? L'attente de qui ? Et vous savez, il y a eu quelque temps là sur les réseaux sociaux une assez grande une inquiétude de fils d'agriculteurs. Vous savez comme moi il y a des suicides d'agriculteurs, il y a beaucoup de faillites. Et des fils ont fait une pétition sur le net par le net, sur les réseaux sociaux, à laquelle il y a eu des milliers de réponses, et l'une d'entre elles résume tout, n'est-ce pas ? Une dame de grande ville, de Paris, je crois bien, répond, je vous envoie X euros, parce que sans vous, on serait rien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'était très dense et il y avait énormément, il reste énormément de choses grâce à votre ouvrage si précieux à explorer sur la question de ce qu'est ce peuple rural. Simplement, je me permets de vous poser une question sur l'articulation entre ce peuple des villages et ce peuple des villes et sur la nécessité d'une bonne articulation pour qu'il y ait un peuple au sens à minima national, disons. Lorsque l'on voit comment nos structures mentales et ceux dès la plus tendre enfance avec les programmes scolaires sont façonnés par la métropolisation, la métropole dont le propre est de concentrer, et on l'apprend, on le répète, concentrer les rôles, les fonctions stratégiques, et dont on dit aussi qu'elle se constitue en archipel, étant davantage en relation l'une avec l'autre, de Paris à New York, de New York à Shanghai, etc., qu'avec leur arrière-pays, finalement, ce que seraient devenues les campagnes. Y a-t-il, à vos yeux, la possibilité, dans un tel état de fait, s'il est pérenne, de reconstitution d'un peuple ? Est-ce que l'attente du peuple rural peut être, peut advenir à sa réalisation ou non ? Non, mais il n'y a plus de peuple exclusivement rural. 4% de la population active, et même si ça fait jusqu'à près de 8 ou 9% du PIB, bon, autrement dit, ce monde-là n'a plus en lui-même la force de renverser les vapeurs, bien sûr. Et depuis longtemps, depuis ces années 50, depuis l'exemple de Plozévé. Bon. C'est la ville qui commande, et surtout la métropole qui commande. Mais ce qu'on peut dire,
quand même, c'est que il y a déjà, je dirais, une sorte de mouvement humain qui fait que, ajoutez-y la montée de l'inquiétude du changement climatique, la dimension écologique des choses, dont nous n'avons pas dit un mot, il y a prise de conscience que au vert, ça serait peut-être mieux, je l'ai dit, pour de très nombreux urbains, tout simplement chassés aussi par le prix le prix du logement, le coût du logement dans les centres-villes. Enfin, bon. La gentrification, comme on dit, comme vous l'avez dit. Bon. Ce qu'il faut remettre, et ça n'a pas été fait, c'est devant, pour le coup, les politiques, les désertifications, d'une part, les stratifications par la richesse, tout simplement, sans décourager, je dirais, la puissance urbaine qui fait l'emploi, et donc et la survie et la richesse potentielle et le mouvement social potentiel. Il faut maintenir une circulation entre ces mondes qui sont en train de s'archipéliser, oui. Et là, ça s'appelle une politique des territoires. Ça s'appelle une politique des territoires. Et Dieu sait que le mot est en vedette aujourd'hui, depuis quelques années. Et là, il n'y a pas eu de choix politique. On a eu des politiques centrales, on a eu des politiques urbaines, on a eu des politiques d'aménagement du territoire, mais sans que, si j'ose dire, on ait bien réfléchi aux dimensions régionales nécessaires, sans qu'on ait bien réfléchi aux priorités. Vous le savez comme moi, ça s'appelle d'abord TGV et TER ensuite, etc. Tant on est bien réfléchi à l'étalement des services publics, enfin, c'est notre actualité, ça, quasi quotidienne, et sans réfléchir à l'évolution absolument nécessaire des rapports avec les régions et de l'État central avec les régions et les collectivités locales. Aujourd'hui, dans ce pays, dans la dotation budgétaire normale, un habitant des campagnes, dans les dotations budgétaires aux collectivités territoriales et aux communes, reçoit 2 fois moins d'euros qu'un urbain. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui a eu un peu la vedette pendant la crise des Gilets jaunes et qui habite qui a été maire longtemps d'un village magnifique quelque part avant Limoges, dont je vous cherche le nom et que je vais le trouver, qui s'appelle Gargilès. Gargilès, c'est un peu après Limoges. C'était un pays très cher à Georges Sand, vous voyez, qui y allait souvent. Et alors, le maire de Gargilès, Yannick Berberian, a expliqué, et il l'a expliqué au président de la République, de surcroît, récemment, ce que je vous dis. La dotation globale de fonctionnement allouée par l'État aux communes est, si on prend les chiffres, un habitant des campagnes vaut la moitié d'un urbain. Autrement dit, les ruraux sont pris pour des demi-citoyens dans tout ça, et y compris les néo-ruraux. Voilà. Et donc, c'est scandaleux. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a, sur la mobilité nécessaire, sur l'équipement, sur le rapport des territoires entre eux, il y a à inventer des politiques nouvelles. Ça, c'est évident. Et rien ne prouve qu'elles passeront par, là encore, on a d'autres difficultés, qu'elles passeront par les 13 grandes régions qu'on vient de dessiner un peu abruptement il n'y a pas si longtemps. Voilà. Bien, merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs de KTO.
Je vous donne rendez-vous en novembre pour une nouvelle séance sur la question d'un peuple, de la possibilité d'un peuple sur une terre qui se dérobe sous nos pas, sous nos pieds. Voilà, ce sera le 25 novembre avec Elisabeth Geffroy, que vous avez déjà pu entendre l'année dernière sur la société liquide. Il se trouve que la transition avec l'intervention de Jean-Pierre Rioux est toute trouvée, puisqu'il s'agit de poser la question de l'urgence écologique et de son articulation avec la reconstitution d'un peuple. Lorsque l'on voit ô combien la France rurale, qui ne l'est plus strictement, a besoin aussi d'une pensée et d'une pratique nouvelle vis-à-vis de la terre, de la nature sur laquelle elle se déploie, sans forcément revenir à Montaillou, encore que, on verra. Lorsqu'on voit cette urgence-là, il est indispensable de continuer ce cycle, de continuer son commencement, disons, avec la question écologique. Donc, rendez-vous à tous le 25 novembre et bonne soirée.